Imaginez que vous puissiez revivre une existence entière en quelques instants, ressentir chaque coup d'épée, chaque goutte de sueur froide, chaque battement de cœur avant un duel mortel. Que feriez-vous si vous découvriez que votre destin était écrit dans le sang et l'acier, gravé dans chaque cicatrice de votre corps? Cette nuit, vous allez découvrir ce que signifie être Miyamoto Musashi, l'homme qui n'a jamais perdu un seul combat, celui qui a transformé l'art du sabre en philosophie de vie. Mais attention, car cette histoire commence bien avant la gloire, dans la boue et la violence d'un Japon déchiré par la guerre. Vous venez au monde en 1584, mais ce n'est pas exactement une naissance paisible. L'air résonne des cris de guerre, les villages brûlent à l'horizon, et votre premier souffle se mêle à l'odeur âcre de la poudre à canon. Bienvenue dans l'époque Sengoku, cette période que les historiens appellent pudiquement les États en guerre, et que vous, si vous pouviez parler en tant que nouveau-né, appelleriez plutôt un chaos absolu. Imaginez un Japon où chaque seigneur local rêve de devenir shogun, où les alliances se font et se défont comme un Trivial Pursuit géant sur l'histoire de la guerre, et où la diplomatie se résume souvent à qui possède l'armée la plus tranchante. Votre village natal, Miyamoto, niché dans les collines rugueuses de la province de Harima, n'a rien d'un palais doré. Pas de soirée délicate, ni de jardin zen pour votre berceau. Vos premiers langes sont taillés dans de la toile grossière, et votre premier jouet ressemble davantage à un bâton taillé qu'à une poupée de porcelaine. Mais ne vous y trompez pas, cette rudesse forge déjà votre caractère. Dans ce monde brutal, la tendresse est un luxe que personne ne peut s'offrir. Votre père, Shimen Munisai, n'est pas le genre d'homme à bercer doucement son enfant en chantonnant des mélodies. C'est un bushi, un guerrier professionnel dont les mains calleuses racontent 1000 histoires de lames croisées et d'ennemis vaincus. Quand il vous regarde, ce n'est pas avec les yeux d'un père attendri, mais avec ceux d'un forgeron examinant le métal brut qu'il devra transformer en arme parfaite. Son amour, si l'on peut appeler cela de l'amour, se manifeste par la discipline de fer et les leçons impitoyables qu'il vous impose dès que vos petites jambes arrivent à vous porter. Munisai a gagné ses lettres de noblesse sous le shogunat Ashikaga, mais ses exploits ne l'ont pas rendu tendre pour autant. Dans sa maison, il n'y a pas de place pour les pleurs ou les caprices. Quand vous tombez après avoir tenté de manier votre premier bokken en bois, il ne vous relève pas. Il attend que vous trouviez la force de vous redresser seul, parce que dans sa philosophie martiale, chaque chute est une leçon, chaque échec une opportunité d'apprendre. Les autres enfants du village jouent avec des cerfs-volants et des toupies. Vous apprenez à lire les mouvements d'un adversaire dans le vol d'un corbeau, à anticiper une attaque dans le bruissement des feuilles. Votre terrain de jeu, c'est la cour poussiéreuse, où votre père vous enseigne les katas, ces formes martiales qui sculptent votre corps et votre esprit comme un artisan façonne l'argile. Il faut comprendre que dans ce Japon, en guerre permanente, l'enfance est un concept de luxe, pendant que les fils de marchands apprennent à compter les pièces de bronze. Vous apprenez à compter les secondes entre la vie et la mort. Votre éducation ne passe pas par les livres confucéens ou les poèmes délicats, mais par la morsure du vent froid sur votre peau nue pendant les entraînements matinaux, par la douleur sourde dans vos muscles après des heures de pratique intense. Les villageois vous observent grandir avec un mélange de respect et d'inquiétude. Cet enfant au regard trop perçant pour son âge, qui ne pleure jamais quand il saigne, qui manie déjà le bokken avec une aisance troublante. Certains hochent la tête en murmurant que Munisai est en train de créer un monstre. D'autres, plus sages, comprennent qu'il forge peut-être le sauveur dont le Japon aura besoin. Votre enfance
ressemble à une étape de montagne du Tour de France, épuisante, mais nécessaire pour atteindre les sommets. Chaque jour apporte son lot d'épreuves, de défis qui vous poussent au-delà de vos limites. Vous n'êtes pas cajolé, vous êtes trempé comme l'acier dans l'eau glacée, encore et encore, jusqu'à ce que votre caractère devienne aussi dur et tranchant qu'une lame de katana. Dans ce monde, où la guerre est la seule constante, où les alliances se brisent comme du fromage qui pue sous la chaleur estivale, vous grandissez en sachant qu'il n'y a qu'une seule règle: vaincre ou mourir. Pas de seconde place, pas de médaille, de consolation, juste la victoire absolue ou l'oubli éternel. Et déjà, même enfant, vous sentez cette soif particulière qui vous dévore. Ce n'est pas la faim ordinaire qu'on apaise avec du riz et du poisson. C'est une faim plus profonde, plus viscérale, celle de prouver que vous êtes différent, que vous êtes né pour autre chose que la médiocrité ambiante. Cette certitude grandit en vous, comme une graine plantée dans un sol fertile, nourrie par chaque coup reçu, chaque leçon apprise dans la douleur. Les saisons passent, marquées non pas par les festivals colorés ou les récoltes abondantes, mais par vos progrès constants dans l'art martial. L'hiver vous enseigne l'endurance, l'été la résistance, le printemps la souplesse, l'automne la patience. Chaque élément naturel devient votre professeur. Chaque moment de votre existence, un nouveau cours dans cette université brutale qu'est votre jeunesse. Votre père observe vos progrès avec cette satisfaction silencieuse des hommes qui savent reconnaître l'excellence en devenir. Il ne vous félicite jamais ouvertement, car dans sa tradition guerrière, les compliments rendant faible et la vanité tue plus sûrement qu'une lame bien aiguisée. Mais parfois, quand vous exécutez parfaitement une technique particulièrement complexe, vous surprenez dans ses yeux cette lueur fugace qui vaut tous les éloges du monde. À mesure que vous grandissez, votre réputation commence à dépasser les limites du village. On parle de ce garçon étrange qui manie l'épée comme d'autres respirent, naturellement, sans effort apparent. Les voyageurs de passage s'arrêtent parfois pour vous observer pendant vos entraînements et repartent en secouant la tête, impressionnés malgré eux par ce qu'ils ont vu. Mais vous ne cherchez pas l'admiration des spectateurs. Votre quête est bien plus profonde, bien plus personnelle. Vous voulez comprendre l'essence même du combat, découvrir ces secrets que seuls les plus grands maîtres possèdent. Chaque mouvement, chaque technique doit être perfectionné jusqu'à devenir une seconde nature, jusqu'à ce que la frontière entre votre corps et votre arme disparaisse complètement. Cette obsession vous consume et vous nourrit à la fois. Elle vous isole des autres enfants qui ne comprennent pas votre dévotion, mais elle vous rapproche d'un idéal que vous seul pouvez percevoir. Dans cette société rigide où chacun naît avec un destin tracé d'avance, vous sentez déjà que votre chemin sera différent, unique, extraordinaire. Et au fond de vous, une certitude grandit jour après jour. Vous n'êtes pas né pour obéir, pour vous contenter d'une existence ordinaire. Vous êtes né pour défier, pour repousser les limites, pour écrire votre propre légende avec la pointe de votre épée. Cette conviction brûle en vous comme un feu qui ne s'éteindra jamais, alimenté par chaque défi relevé, chaque obstacle surmonté. L'enfance touche à sa fin, et avec elle, cette période de préparation intensive. Bientôt, très bientôt, il faudra prouver au monde que toutes ces années de souffrance et d'entraînement n'ont pas été vaines. Le moment approche où vous devrez transformer la théorie en pratique, les katas en combats réels, les rêves de gloire en victoire sanglante. L'événement qui va changer votre destin arrive quand vous avez 13 ans, cet âge difficile où la plupart des adolescents se contentent d'apprendre à pêcher ou de réciter leur première poésie. Vous, en revanche, vous vous préparez à commettre votre premier meurtre légalisé.
Bienvenue dans le Japon féodal, où la puberté s'accompagne d'un côté de duel à l'épée mortelle. Un samouraï itinérant, nommé Harima Kihei, fait son apparition dans votre village. Il vient d'une école d'arts martiaux locale et il a suffisamment d'arrogance pour penser qu'un gamin de village n'oserait jamais le défier. Grave erreur de calcul. Cet homme-là ressemble à ces guerriers qui pensent que leur réputation les précède comme un bateau-mouche à travers les astéroïdes, imposant et incontournable, mais qui oublient que les eaux peuvent parfois être traîtresses. La nouvelle se répand dans le village comme une traînée de poudre. Miyamoto Takezo va se battre en duel contre un vrai samouraï. Les villageois se rassemblent, chuchotant et plaçant des paris discrets. Même votre propre famille vous regarde avec cet air qu'on réserve habituellement à un poussin qui marche droit vers un renard affamé. Ils s'attendent à un massacre, ils s'attendent à vous voir au sol, saignant et humilié. Mais voilà, vous n'avez aucune intention de perdre. Vous avez 13 ans, vous êtes hargneux, furieux contre le monde entier, et vous maniez une épée en bois qui sent encore la sueur fraîche. Ce n'est peut-être pas l'étoffe des légendes héroïques, mais c'est suffisant pour ce qui va suivre. Quand le duel commence, Harima Kihei fait exactement ce que font les épéistes expérimentés. Il vous sous-estime, peut-être à cause de votre taille, peut-être parce que vous avez encore de la terre sur le visage, depuis votre entraînement matinal. Deuxième grave erreur de sa part. Sans salutation formelle ni discours dramatique, vous bondissez, rapide, sauvage, instinct pur, vous le prenez complètement au dépourvu, vous écrasant sur lui avec toute la grâce d'une avalanche. Avant que les villageois puissent étouffer un cri de surprise, avant qu'Harima puisse même reprendre ses esprits, il se retrouve au sol, gémissant, saignant, humilié. Un samouraï adulte, vaincu par un adolescent pieds nus, maniant une branche d'arbre, glorifié. Vous ne vous contentez pas de gagner, vous annoncez au monde entier que le nom de Musashi n'est pas un nom qu'on peut ignorer. C'est un nom qu'il faut craindre. Naturellement, la réaction de votre père est complexe. De la fierté, certainement. Peut-être du soulagement, mais aussi une pointe de peur. Parce que même Munisai peut le voir maintenant. Le garçon qu'il a forgé commence à dépasser ses propres attentes brutales. Quant à vous, vous ne ressentez que de la clarté. Vous étiez né pour cela, pas pour cultiver la terre, pas pour vous incliner et gratter le sol, mais pour vous battre en duel, pour vaincre, pour vous élever. Le premier sang a coulé, et quelque part, au fond de votre jeune cœur, vous réalisez que ce ne sera pas le dernier. On pourrait croire que, après votre premier duel public et votre victoire éclatante, la vie pourrait se calmer un peu. Peut-être un gentil apprentissage, peut-être un travail stable, sculpter des sandales ou réparer des toits. Vous savez, quelque chose de normal, pas la moindre chance. À 15 ans, vous prenez une décision que la plupart des adultes n'oseraient même pas envisager. Vous quittez la maison, pas d'adieu larmoyant, pas de repas préparé pour la route, juste une épée, un manteau de voyage usé et un refus obstiné de vivre la vie de quelqu'un d'autre que la vôtre. Vous devenez un vagabond, un ronin, dans un monde où le statut social est tout, où être attaché à un seigneur offre protection et objectif, vous choisissez absolument rien de tout cela. C'est comme se présenter à une foire, à l'emploi médiéval, renverser la table et partir siffloter dans les bois. Pourquoi ? Parce que, au fond de vous, vous le savez, si vous vous attachez à la maison de quelqu'un d'autre, aux règles de quelqu'un d'autre, vous ne deviendrez jamais le guerrier que vous êtes destiné à être. Vous n'êtes pas là pour faire de la politique, vous n'êtes pas là pour polir des armures et verser du saké à quelques seigneurs bedonnants. Vous êtes là pour maîtriser l'épée selon vos propres termes, ou pas du tout. Bien sûr,
Vagabonder n'a rien de glamour. Vous dormez sous les arbres, pas sous des baldaquins de soie. Vous mangez ce que vous trouvez, ce qui signifie souvent du riz, si vous avez de la chance, de l'écorce, si vous n'en avez pas. Vos compagnons de voyage sont principalement des corbeaux, des chiens errants et l'occasionnel gamin de paysans curieux qui chuchote « Maman, pourquoi cet homme a-t-il l'air de ne pas s'être lavé depuis 1 an ?» Mais vous vous en fichez, la nature sauvage devient votre dojo. Les rivières aiguisent vos sens, le vent froid vous enseigne la patience, mieux que n'importe quel vieux maître. Et avec chaque kilomètre que vous parcourez, vous vous débarrassez d'un autre morceau du garçon que vous étiez. Pendant cette période d'errance, vous ne cherchez pas seulement des adversaires à vaincre, vous cherchez la connaissance, la compréhension profonde de ce qui fait un vrai guerrier. Chaque temple visité, chaque maître rencontré, chaque technique observée contribue à construire votre propre philosophie martiale. Vous n'acceptez aucun enseignement aveuglément. Vous questionnez tout, vous testez chaque théorie sur le terrain brutal de la réalité. Les routes du Japon deviennent vos salles de classe, les auberges bondées, vos terrains d'entraînement. Vous apprenez à lire les hommes comme d'autres lisent dans des livres, à déchiffrer leurs intentions dans le moindre geste, la moindre expression. Cette éducation-là ne s'apprend dans aucune école traditionnelle. Votre réputation commence à vous précéder. Dans chaque village où vous vous arrêtez, les rumeurs courent déjà. Un jeune Ronin, invincible, qui défie tous ceux qui osent croiser son chemin. Certains vous évitent, d'autres vous cherchent, attirés par la gloire de potentiellement vaincre celui qu'on commence à appeler le démon de l'épée. Ces duels s'accumulent, comme les étapes d'un interminable Tour de France. Chaque combat est différent. Chaque adversaire apporte ses propres techniques, ses propres stratégies. Vous les étudiez tous, vous apprenez de chacun, même de ceux que vous battez facilement. Chaque victoire ajoute une nouvelle couche à votre compréhension de l'art martial. Mais ce qui vous distingue vraiment, ce n'est pas seulement votre habileté technique, c'est votre capacité à improviser, à adapter votre style à chaque situation. Là où d'autres épéistes restent figés dans les traditions de leur école, vous développez une approche fluide, imprévisible, qui désarçonne même les plus expérimentés. Votre style de combat ressemble à votre personnalité, sauvage, libre, impossible à cataloguer. Vous utilisez tout ce qui peut servir d'arme, tout ce qui peut donner un avantage. Une branche d'arbre, 2 épées simultanément, même vos poings nus si nécessaire. Pour vous, la vraie victoire ne connaît pas de règles strictes, seulement des résultats. Cette philosophie dérange profondément les puristes des écoles traditionnelles. Ils vous accusent de manquer de respect aux anciennes traditions, de souiller l'art noble de l'épée avec vos méthodes peu orthodoxes. Mais vous savez quelque chose qu'ils ignorent. Sur un vrai champ de bataille, il n'y a pas de jury pour noter l'élégance de vos mouvements. Il n'y a que des vainqueurs et des morts. Vos victoires s'accumulent, mais elles ne vous rendent pas arrogant. Au contraire, chaque combat gagné vous révèle l'immensité de ce qu'il vous reste à apprendre. Plus vous progressez, plus vous réalisez à quel point l'art martial est un océan sans fond, une quête qui pourrait durer 1000 vies. Cette période de votre existence ressemble à une étape de montagne hors catégorie, un défi insurmontable qui vous pousse constamment au-delà de vos limites. Chaque jour apporte son lot d'épreuves physiques et mentales, forgeant votre caractère comme le forgeron martèle l'acier incandescent. L'isolement ne vous pèse pas. Au contraire, il vous permet de vous concentrer entièrement sur votre perfectionnement, loin des distractions sociales, des obligations familiales, des contraintes de la vie sédentaire. Vous pouvez vous consacrer corps et âme à votre quête de l'excellence martiale. Et quelque part, au fond de votre esprit, grandit cette certitude que tout cela vous mène
vers quelque chose de plus grand, vers un affrontement qui définira non seulement votre destin, mais peut-être celui de tout l'art de l'épée au Japon. Une rencontre qui transformera le vagabond solitaire que vous êtes en une légende immortelle. L'événement qui va définir votre légende pour l'éternité approche comme une tempête à l'horizon. Vous avez 21 ans quand vous entendez parler pour la première fois de Sasaki Kojiro, celui qu'on surnomme l'hirondelle des Ganryu. Son nom résonne dans tout le Japon comme celui d'un dieu vivant de l'épée, un homme si habile qu'on dit qu'il peut trancher une hirondelle en plein vol avec sa lame de 3 pieds. Kojiro n'est pas n'importe quel épéiste, c'est le summum de la perfection technique, l'incarnation de tout ce que les écoles traditionnelles révèrent. Sa technique signature, le Tsubame Gaeshi, ou retour de l'hirondelle, est considéré comme impossible à parer. Imaginez un mouvement si rapide, si précis, qu'il semble défier les lois de la physique, comme s'il possédait le BABA de la survie spatiale, dans un monde où la moindre erreur se paye cash. Mais voilà le paradoxe qui vous fascine. Kojiro est tout ce que vous n'êtes pas. Lui, c'est la tradition incarnée, la technique poussée à sa perfection absolue. Vous êtes l'innovation, l'improvisation, le chaos créatif, qui refuse de se laisser enfermer dans des règles préétablies. Cette opposition fondamentale rend votre future confrontation inévitable, comme si l'univers lui-même conspirait à organiser ce choc titanesque. Les mois précédant votre duel légendaire s'écoulent dans une préparation intense, mais d'un genre particulier, tandis que d'autres se seraient enfermés dans un dojo pour répéter indéfiniment les mêmes katas. Vous choisissez une approche radicalement différente. Vous vous retirez dans les montagnes, loin de toute civilisation, pour entreprendre une quête spirituelle qui dépasse largement le simple entraînement physique. Dans cette solitude absolue, vous commencez à comprendre que la vraie maîtrise de l'épée ne réside pas seulement dans la vitesse des mains ou la précision des coups. Elle naît de cette harmonie parfaite entre l'esprit, le corps et l'arme, cette symbiose qui transforme 3 éléments distincts en une seule entité redoutable. Votre épée devient le prolongement naturel de votre volonté, l'expression directe de votre esprit pacifié. C'est durant cette période de retraite que vous développez votre style à 2 sabres, le fameux Niten Ichiryu. L'idée vous vient en observant les oiseaux de proie qui utilisent leurs 2 serres simultanément pour capturer leur proie. Pourquoi se limiter à une seule arme quand on peut en manier 2 avec la même efficacité? Cette innovation révolutionnaire bouleverse tous les concepts traditionnels de l'escrime japonaise. Manier 2 sabres simultanément exige une coordination cérébrale extraordinaire, une ambidextrie poussée à ses limites extrêmes. Chaque main doit développer sa propre intelligence, sa propre mémoire musculaire, tout en restant parfaitement synchronisée avec l'autre. C'est comme apprendre à écrire 2 poèmes différents en même temps, un défi qui frôle l'impossible. Mais vous persévérez, jour après jour, jusqu'à ce que cette technique contre nature devienne aussi naturelle que respirer. Vos 2 mains dansent indépendamment l'une de l'autre, créant des motifs d'attaque si complexes qu'aucun adversaire ne peut les anticiper. Vous ne suivez plus les règles établies, vous en créez de nouvelles. Le jour du duel approche. L'île de Ganryu, ce petit bout de terre perdu dans la mer intérieure du Japon, va devenir le théâtre d'un affrontement qui marquera l'histoire. Tout le pays retient son souffle. D'un côté, Sasaki Kojiro, la perfection technique incarnée. De l'autre, Miyamoto Musashi, l'innovation sauvage personnifiée. Vous arrivez en retard au rendez-vous, volontairement. Ce n'est pas de l'arrogance gratuite, mais une stratégie psychologique calculée. En faisant attendre Kojiro sous le soleil matinal, vous savez que vous perturbez sa concentration, que vous plantez les premières graines du doute dans son esprit habitué
à la perfection et au contrôle absolu. Quand vous débarquez enfin sur l'île, vous ne portez pas vos sabres habituels. À la place, vous avez taillé un bokken géant dans une rame de bateau, une arme improvisée plus longue que la fameuse lame de Kojiro. Cette décision peut sembler hasardeuse, mais elle révèle votre génie tactique. Vous avez compris que la portée supérieure neutraliserait l'avantage technique de votre adversaire. L'affrontement qui suit défie toute description conventionnelle. Ce n'est pas simplement un duel d'épée, c'est la collision de deux philosophies diamétralement opposées. Kojiro incarne la beauté mortelle de la tradition. Chaque mouvement est d'une élégance parfaite, chaque technique exécutée avec une précision chirurgicale. Vous représentez la force brute de l'innovation, imprévisible, chaotique, mais terriblement efficace. Le combat ne dure que quelques minutes, mais ces minutes contiennent l'essence de toute une vie d'entraînement et de réflexion. Kojiro déploie sa technique légendaire, ce Tsubame Gaishi, que personne n'a jamais réussi à parer. Mais vous ne cherchez pas à le parer. Vous l'évitez par un mouvement si inattendu qu'il prend votre adversaire complètement au dépourvu. Votre coup fatal arrive comme un éclair dans un ciel serein. Votre bokken improvisé fend l'air et frappe Kojiro à la tempe avec une précision mortelle. L'homme qui était considéré comme invincible s'effondre sur le sable de l'île, terrassé par un adversaire qui n'avait respecté aucune des règles traditionnelles du combat. Votre victoire résonne à travers tout le Japon comme un coup de tonnerre. Vous venez de prouver qu'innovation et tradition peuvent s'affronter et que parfois c'est l'innovation qui l'emporte. Mais cette victoire vous coûte quelque chose d'essentiel. Elle marque la fin de votre période de quête active. Vous avez atteint le sommet de votre art. Vous avez vaincu le meilleur épéiste de votre époque. Que peut-il vous rester à prouver? C'est alors que commence votre transformation, la plus profonde. L'homme qui n'avait vécu que pour le combat découvre qu'il existe d'autres formes de maîtrise, d'autres chemins vers la perfection. Vous vous tournez vers l'art, la calligraphie, la poésie, découvrant que le pinceau peut être manié avec la même précision que l'épée. Vos peintures révèlent une sensibilité artistique insoupçonnée. Vos oiseaux semblent prêts à s'envoler du papier. Vos paysages respirent la sérénité que vous avez si longtemps cherchée à travers la violence. Cette période créative vous enseigne que la vraie force ne réside pas toujours dans la destruction, mais parfois dans la capacité à créer quelque chose de beau à partir du néant. Vous commencez également à enseigner, transmettant non seulement vos techniques de combat, mais aussi votre philosophie de vie. Vos élèves découvrent que vous n'êtes pas seulement un maître d'armes, mais un guide spirituel capable de les mener vers leur propre excellence. Votre enseignement ressemble à ces conversations douces, comme un café au lait, entre amis, enrichissantes et réconfortantes. Cette période de maturité vous révèle une vérité fondamentale. La véritable victoire n'est pas de vaincre les autres, mais de se vaincre soi-même. Tous ces duels, toutes ces années d'errance, n'étaient que la préparation à cette bataille finale contre vos propres démons intérieurs, vos propres limitations. Vous réalisez que votre quête de perfection martiale n'était qu'une métaphore d'une quête plus profonde, celle de la connaissance de soi, de l'harmonie entre tous les aspects de votre être. L'épée devient alors un outil de méditation, un moyen d'explorer les territoires inexplorés de votre propre conscience. Cette transformation intérieure vous prépare à la phase finale de votre existence, celle où le guerrier laisse place au sage, où l'épée cède sa place au pinceau et à la plume. Vous sentez que votre véritable héritage ne sera pas le nombre de vos victoires, mais la profondeur de votre sagesse transmise aux générations futures. Les dernières décennies de votre existence transforment radicalement votre vision du monde et de vous-même. L'homme qui avait passé sa jeunesse
à chercher des adversaires à vaincre, découvre maintenant qu'il existe des batailles bien plus complexes et enrichissantes à mener contre l'ignorance, l'incompréhension et les limites de l'esprit humain. Vous vous installez dans la grotte de Reigando, près de Kumamoto, choisissant délibérément cette solitude pour entreprendre votre œuvre la plus ambitieuse. Le livre des 5 anneaux, le Gorin no Sho. Ce traité ne sera pas seulement un manuel de combat, mais une philosophie complète de l'existence, une tentative de distiller en mots simples toute la sagesse accumulée durant vos 60 années de vie intense. Dans cette grotte humide qui sent la mousse et la terre froide, entourée seulement du bruit du vent et du chant des oiseaux, vous entreprendrez de coucher sur papier des vérités que peu d'hommes ont eu le privilège de découvrir. Chaque page que vous rédigez ressemble à un fromage de Valençay, vieux et fort, complexe, profond, nécessitant une maturité certaine pour être vraiment apprécié. Votre approche de l'écriture révèle la même innovation que votre style de combat. Là où d'autres maîtres auraient rédigé des traités techniques arides, vous créez un texte vivant, personnel, accessible. Vous ne vous contentez pas d'expliquer comment tenir une épée ou exécuter une technique particulière. Vous explorez les mécanismes profonds de la décision, de l'intuition, de cette prescience qui permet au vrai guerrier d'anticiper les mouvements de son adversaire. Le livre de la terre établit les fondements de votre philosophie. Vous y expliquez que la voie du guerrier n'est pas différente de celle du charpentier, du peintre ou du poète. Toutes exigent la même dévotion, la même recherche de perfection, la même compréhension intime des matériaux avec lesquels on travaille, que ce soit le bois pour l'artisan, les couleurs pour le peintre ou l'acier pour l'épéiste. La maîtrise naît de cette communion totale entre l'homme et son art. Dans le livre de l'eau, vous développez votre conception révolutionnaire de la fluidité tactique, comme l'eau qui épouse la forme de son contenant, tout en conservant sa nature profonde. Le guerrier accompli doit s'adapter à chaque situation, sans jamais perdre son essence. Cette flexibilité stratégique dépasse largement le cadre martial pour s'appliquer à tous les aspects de l'existence humaine. Votre livre du feu traite de l'art du combat, proprement dit, mais d'une manière qui transcende les techniques conventionnelles. Vous y révélez vos secrets les plus précieux. Comment lire l'intention d'un adversaire dans ses yeux? Comment utiliser la psychologie autant que la force physique? Comment transformer chaque environnement en allié tactique? Ces leçons ressemblent à un chasseur de tête stratège, planifiant chaque mouvement avec une précision mathématique. Le livre du vent constitue votre critique constructive des autres écoles d'escrime. Sans dénigrer leurs mérites, vous pointez leurs limitations, leur rigidité doctrinale, qui empêche leurs pratiquants d'atteindre leur plein potentiel. Votre analyse révèle une compréhension profonde de la nature humaine et de ses tendances à s'enfermer dans des habitudes rassurantes mais limitatives. Enfin, le livre du vide explore les territoires les plus mystérieux de votre art. Vous y parlez de cette zone de conscience particulière où disparaissent les frontières entre soi et l'adversaire, entre l'intention et l'action, entre la pensée et le mouvement. C'est là que réside le secret ultime du guerrier accompli. Cette capacité à agir sans agir, à vaincre sans combattre, à atteindre ses objectifs par la seule force de sa présence spirituelle. Pendant que vous rédigez cette œuvre monumentale, votre corps vous rappelle cruellement que même les légendes sont mortelles. Vos articulations se raidissent, vos réflexes perdent de leur acuité, votre souffle devient plus court lors des exercices matinaux. Mais étrangement, cette dégradation physique s'accompagne d'une clarté mentale encore plus aiguë, comme si l'esprit compensait les défaillances du corps.
en développant des capacités supérieures. Vous continuez à enseigner, mais vos méthodes évoluent. Fini les démonstrations spectaculaires de techniques pures. Vous privilégiez maintenant les paraboles, les métaphores, les exercices qui développent l'intelligence tactique plutôt que la simple habileté manuelle. Vos élèves découvrent un maître totalement différent de l'image qu'ils s'étaient les forger, moins impressionnant physiquement, mais infiniment plus sage et pénétrant. Vos dernières œuvres artistiques atteignent une maturité saisissante. Vos peintures d'oiseaux capturent non seulement leur apparence, mais leur essence même, cette liberté absolue que vous avez toujours enviée aux créatures ailées. Vos calligraphies révèlent une maîtrise du pinceau qui égale votre ancienne maîtrise de l'épée, prouvant que l'excellence véritable transcende les domaines particuliers pour devenir un état d'être global. Cette période créative vous enseigne une leçon fondamentale. La destruction et la création sont les deux faces d'une même médaille. Toute votre vie, vous avez excellent à détruire, à vaincre, à surmonter les obstacles par la force. Maintenant, vous découvrez la joie plus subtile, mais tout aussi intense de créer, de donner naissance à quelque chose de beau et d'utile qui survivra à votre propre disparition. Vos réflexions sur l'existence prennent une dimension quasi mystique. Vous comprenez que tous vos combats, toutes vos victoires n'étaient que des étapes vers cette compréhension finale. La vie elle-même est un art martial, une succession d'affrontements contre l'adversité, l'ignorance, la peur, la mort. Le vrai guerrier n'est pas celui qui triomphe sur les champs de bataille, mais celui qui trouve la paix dans l'acceptation de sa propre condition mortelle. Cette sagesse tardive transforme votre perception de vos anciens exploits. Le duel contre Kojiro, jadis source de fierté immense, vous apparaît maintenant sous un jour différent. Certes, vous avez prouvé votre supériorité technique, mais à quel prix? Vous avez privé le monde d'un artiste exceptionnel, d'un homme qui aurait pu, lui aussi, évoluer vers une sagesse différente de la vôtre, mais tout aussi précieuse. Cette mélancolie ne vous accable pas pour autant. Elle enrichit votre compréhension de l'existence. Elle donne une profondeur supplémentaire à vos enseignements. Vos élèves perçoivent cette transformation et apprennent autant de votre humanité retrouvée que de vos techniques martiales. Ils découvrent qu'un maître véritable n'est pas un être surhumain, mais un homme qui a su transformer ses faiblesses en sagesse. Les saisons défilent, marquées maintenant non plus par vos exploits guerriers, mais par le rythme paisible de votre création littéraire et artistique. Chaque jour apporte sa petite révélation, sa nuance supplémentaire à ajouter aux grandes œuvres de votre existence. Vous réalisez que cette période apparemment moins spectaculaire constitue peut-être l'accomplissement le plus authentique de votre destin. Votre santé décline progressivement, mais votre esprit demeure d'une acuité remarquable jusqu'au dernier moment. Vous accueillez l'approche de la mort avec la même sérénité que vous aviez jadis affronté vos adversaires les plus redoutables. Après tout, n'est-ce pas là l'ultime duel, celui que personne ne peut éviter ni remporter, mais que seuls les plus sages savent perdre avec dignité? Le 13 juin 1645, dans votre 61e année, vous vous éteignez paisiblement, entouré de vos disciples les plus fidèles. Vos dernières paroles révèlent l'essence de toute votre philosophie. Ne pas avoir de regrets dans la voie que l'on a choisie. Ces mots simples résument une existence entière consacrée à la recherche de l'excellence, une vie vécue selon vos propres termes, sans compromis ni concession. Votre héritage dépasse largement le cadre des arts martiaux. Le livre des 5 anneaux devient rapidement un classique, étudié non seulement par les guerriers, mais aussi par les stratèges, les artistes, les philosophes
et même les hommes d'affaires des siècles futurs. Vos innovations techniques influencent l'évolution de l'escrime japonaise. Votre approche psychologique du combat inspire de nouvelles théories tactiques. Mais peut-être que votre véritable legs réside dans cette démonstration éclatante qu'il est possible de se réinventer à tout âge, de transcender ses propres limitations, de transformer une existence consacrée à la violence en une œuvre d'art et de sagesse. Vous avez prouvé qu'un homme peut être simultanément guerrier et artiste, destructeur et créateur, solitaire et guide spirituel. Aujourd'hui encore, votre nom résonne comme celui d'un homme qui a refusé les sentiers battus, qui a créé sa propre voie dans un monde rigide et codifié. Votre vie illustre cette vérité éternelle. L'excellence véritable ne naît pas de la conformité aux règles établies, mais de la capacité à les transcender pour créer quelque chose d'entièrement nouveau et authentique. Votre histoire nous enseigne que chaque existence peut devenir légendaire, à condition d'avoir le courage de suivre sa voie propre, d'accepter la solitude qu'impose la quête de l'excellence, et de ne jamais cesser d'apprendre, même quand on croit avoir atteint le sommet de son art. Car comme vous l'avez écrit dans vos dernières pages, il faut étudier la voie de toutes les professions. Ainsi se termine l'extraordinaire épopée de Miyamoto Musashi, l'homme qui transforma l'art de l'épée en philosophie de vie, le vagabond qui devint sage, le guerrier invincible qui découvrit que la plus grande victoire consiste parfois à déposer les armes pour prendre le pinceau. Son enseignement traverse les siècles, rappelant à chaque génération que la vraie grandeur naît du mariage entre la technique parfaite et la sagesse profonde, entre l'action résolue et la réflexion méditative.